Salut gamer, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Summer, on va regarder ensemble le jeu Yokohama, un jeu publié en 2016 par la compagnie Okazu Brand, qui est une compagnie japonaise, mais qui a été amené en Amérique du Nord en 2017, donc ça fait pas très longtemps, par Tasty Ministerial Games, qui avait lancé une campagne Kickstarter pour la porter ici. C'est un jeu qui nous vient du concepteur japonais Hisashi Hayashi. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et qui va durer environ 90 minutes. Le but du jeu va être d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie pour être le marchand le plus influent de Yokohama. Côté mécanique de jeu, on va avoir un jeu de gestion de ressources, placement d'ouvriers, mais qui est non conventionnel. Donc on va placer des ouvriers qui vont être nos présidents de compagnie, des marchands, et ils vont activer les pouvoirs sur les différentes tuiles. Puis selon le nombre d'assistants qu'il va y avoir sur la tuile, l'action va être amplifiée. Donc oui, on a du placement d'ouvriers, mais le fait qu'il faut aussi positionner nos assistants d'avance. Donc vraiment un jeu un peu casse-tête si on veut, un gros casse-tête économique. Il va aussi avoir des collections d'ensemble, donc on va ramasser des ressources pour effectuer des commandes à différents pays pour envoyer des ressources là-bas pour faire des points. Et les différents pays qu'on va ramasser sur ces cartes de commande-là vont aussi nous donner des points bonus à la fin. Donc plus on ramasse de pays différents, plus on va faire de points avec une collection d'ensemble. Au savoir de la fabrication de routes, donc la façon qu'on va positionner nos assistants, c'est là que notre président va pouvoir se promener sur le plateau qui va être constitué de tuiles modulaires. Donc le plateau va être vraiment différent d'une partie à une autre parce que le placement va être aléatoire. Alors Yokohama, je vous montre comment ça se joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. Tout d'abord, selon le nombre de joueurs, on va regarder le tableau qui est ici qui va nous dire quelle tuile utiliser pour la partie. Donc à 2 joueurs, on va utiliser ces tuiles-là. À 3 joueurs, on va rajouter ceux-là. Et à 4 joueurs, on va utiliser toutes les tuiles qui sont dans le jeu. On va ensuite positionner les tuiles de lieu pour faire les configurations selon le nombre de joueurs. Donc une partie à 2 joueurs, à 3 joueurs et à 4 joueurs. Donc plus on est de joueurs, plus le plateau va être grand. Donc à 2 joueurs, on va avoir 10 tuiles de lieu qui vont être placées dans cette configuration-ci. On va placer en haut des tuiles de lieu le plateau de la piste de score. Donc ici, on va compter les points des joueurs avec les petits jetons d'étoiles qui sont associés à la couleur de chacun des joueurs qu'on peut mettre ici à côté du 1. Par la suite, on va avoir les plateaux de gestion. Donc on a ici l'église, on a les douanes, on a les quais et le laboratoire qu'on va revenir tantôt. Et sur chacun des 10 lieux qu'on a placé en bas, on va aller placer une carte de site de construction. Donc aléatoirement, on va placer cette carte-là dans le coin en haut à droite de chacune des tuiles lieu, comme ceci. Par la suite, on va prendre les jetons bonus, qui est écrit 5 dessus. Donc ces jetons-là, on va aller en placer un face ouverte sur chaque tuile à l'endroit où il est écrit 5. Donc c'est un bonus qu'on va pouvoir ramasser à la première personne qui va faire l'action de la tuile à un pouvoir de 5. Sur la piste de score, dans le bas, on va avoir un endroit où il va être écrit A, B et C, où on va aller placer des cartes qui sont des objectifs communs. Donc on va avoir 3 objectifs communs à chacune des parties et on en a plusieurs aussi en réserve, donc on n'utilise pas les mêmes objectifs à chaque partie. On va placer autour du plateau les différents jetons de ressources qu'on va utiliser pendant la partie. Donc on a des jetons de cuivre, de la soie, du thé, des poissons, des caisses d'import et les yens qui représentent la monnaie. Et on va aussi placer les jetons d'agent et le jeton station sur le côté pour que ça soit accessible à tous les joueurs. Par la suite, on va mélanger le paquet de cartes commande. Dans une partie à 2 joueurs, on va retirer 16 cartes du paquet pour la partie et on va retourner 6 cartes face visible sur le plateau des quais. Par la suite, on va prendre le paquet de recherche technologique, on va aussi mélanger et on va placer 6 cartes de recherche technologique sur le plateau du laboratoire. Sur le plateau de l'église, on va avoir le symbole ici de 2 joueurs. Donc on va bloquer cet endroit-là dans une partie à 2 joueurs. Donc on va aller placer un assistant, un cube d'assistant d'une couleur qui n'est pas utilisée par les joueurs pendant la partie. Et on va faire la même chose sur le plateau des douanes. On va aller placer un petit assistant d'une couleur non utilisée pour bloquer les cases qui sont là. Donc le nombre d'assistants qui va être présent sur ces cases-là, ça va être une façon de mettre fin à la partie. Donc l'assistant bleu dans cette partie-là va compter pour un assistant pour marquer la fin de la partie.
Chacun des joueurs va recevoir un plateau d'entrepôt. Donc on va avoir plein de cases vides qui sont sur le plateau d'entrepôt au début de la partie. Donc les joueurs vont placer ici sur le côté 6 magasins qu'ils vont pouvoir débloquer de leur plateau pendant la partie. On a 2 magasins qui vont commencer dans la main des joueurs. Ici, on va aller placer nos cubes d'assistants. Donc on va remplir le plateau avec nos cubes d'assistants. Ceux qui ne seront pas sur le plateau vont être nos assistants de départ. Donc il devrait nous en rester 8 qui sont disponibles dans notre main au début de la partie. On va placer dans le bas les maisons de commerce. Donc on en a 4 maisons de commerce qu'on va devoir débloquer de notre entrepôt pour aller les placer dans notre main et ensuite les jouer sur le plateau. On va donner la carte premier joueur au dernier joueur à avoir été visiter la ville de Yokohama au Japon. Si personne n'est allé visiter Yokohama, on va juste trouver une autre façon de terminer le premier joueur qui va recevoir cette carte qu'il va garder tout le long de la partie. Ensuite, le premier joueur va recevoir 3 yens, 4 pour tous les autres joueurs. Et les joueurs vont recevoir un jeton de ressources de chaque sorte, donc un poisson, un thé, un cuivre et une soie. Chaque joueur a aussi son président de compagnie, qui sera le pion qu'on va aller placer sur le plateau pour activer les différentes tuiles de lieu pour gagner des ressources ou effectuer différentes actions. Dans le bas de chacun des plateaux d'entrepôt, on a les valeurs des bonus de fin de partie pour les points de victoire. Donc on peut avoir des bonus selon le nombre d'assistants qu'on va placer sur le plateau de l'église, sur le plateau des douanes, donc celui qui va avoir la plus haute valeur en carte de technologie. Ensuite, pour les différents pays, donc plus on ramasse de pays différents, plus on va faire de points avec nos cartes de commande ou nos cartes de technologie qui vont avoir les différentes icônes de pays. Et à la fin de la partie, donc on va ramasser des points de victoire pour les agents non utilisés, les yens restantes, les petites caisses d'import et toutes les ressources restantes à la fin. Chacun des joueurs va recevoir aléatoirement de la pioche 2 cartes de commande. Ils vont ensuite les regarder et parmi les 2 cartes, ils vont en choisir une à conserver et une à jeter. Donc, ils vont la remettre dans la boîte de jeu. Elle ne sera pas utilisée dans la partie. Donc, les joueurs vont commencer avec une carte de commande en main. Pendant la partie, ils ne pourront jamais avoir plus de 3 cartes de commande dans leurs mains. Et on ne peut pas jeter des cartes de commande une fois qu'on les a dans notre main. On va devoir les compléter. Pour les compléter, on doit avancer les ressources requises qui sont sur la commande. Donc ici, j'aurais besoin de 3 poissons, un thé et 2 soies pour effectuer la commande, qui me donnerait 9 points de victoire et 1 yen. On va aussi avoir les petits drapeaux des pays qui sont importants. À la fin de la partie, plus j'ai de drapeaux différents des pays, plus j'ai marqué de points bonus. Et pendant la partie, si j'ai réussi à avoir 2 fois le même drapeau, donc ici c'est le drapeau des États-Unis, si j'ai réussi à avoir 2 drapeaux des États-Unis, je vais gagner un agent des États-Unis. Dans Yokohama, les joueurs vont jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la fin de la partie soit déclenchée par une des 5 conditions de fin de partie. Donc les joueurs vont avoir 3 phases dans leur tour de jeu. Donc la première phase va être des actions supplémentaires. Cette phase est optionnelle. Par la suite, les joueurs vont effectuer leur phase principale d'action qui va être divisée en 6 étapes, dont 2 sont optionnelles. Et par la suite, il va y avoir une deuxième phase d'action supplémentaire qui va être optionnelle encore une fois. Au début de son tour de jeu, le joueur a le droit de faire des actions supplémentaires. Je vais revenir là-dessus à la fin du tour de jeu parce qu'il peut en effectuer aussi, parce qu'on va expliquer la phase de jeu principale pour mieux comprendre certains aspects du jeu. La première étape de la phase d'action est le placement. Donc le joueur va prendre les assistants qu'il a en main, disponibles, et parmi ces assistants disponibles, il va pouvoir en placer 3 sur 3 tuiles différentes. Donc n'importe où parmi les 10 tuiles du plateau, il peut placer ses assistants. Si jamais il veut placer un assistant et qu'il y a le président d'un adversaire, il doit payer 1 yen à l'adversaire pour pouvoir le placer à cet endroit-là. S'il n'a pas de yen, il ne peut pas le placer. Il doit choisir une autre tuile pour le placer. Donc on n'est pas obligé d'avoir des tuiles qui sont adjacentes sur le plateau pour faire le placement. Au lieu d'en placer 3 sur 3 tuiles différentes, on pourrait à la place prendre seulement 2 assistants et les placer au même endroit. La deuxième étape de la phase d'action est le mouvement. Donc le mouvement va se faire avec notre jeton de président. Si notre président est dans notre main et qu'il n'est pas sur le plateau, on peut le placer sur n'importe quelle tuile où nous avons des assistants et qu'il n'y a pas un président adverse. Donc s'il y a déjà un président sur une tuile, il ne peut pas y en avoir un deuxième. Donc ici, le joueur rouge pourrait tout simplement venir placer son président avec
ses deux assistants sur le moulin à soie. Si notre président est déjà sur le plateau, comme le joueur jaune ici, notre président doit se déplacer sur une autre tuile. Il peut se déplacer seulement aux endroits où il y a des assistants. Donc les assistants lui font comme un chemin. Donc le joueur jaune pourrait aller à la tuile ici, mais il n'a pas de chemin pour se rendre jusqu'à l'église qui est ici. Il faudrait qu'il place des cubes d'assistants sur les tuiles adjacentes. Il pourrait aussi se rendre jusqu'en bas ici, mais pour le faire, il doit passer sur une tuile où il y a un président adverse et il devra lui payer une petite taxe de 1 yen. Dans une rare situation, si un joueur a son président sur le plateau, il peut décider dans sa phase de mouvement de le retourner dans sa main, ainsi que les cubes d'assistants de n'importe quel lieu. Donc il peut prendre n'importe quel cube qu'il a sur le plateau et aussi les retourner dans sa main. Mais s'il choisit cette option, ça va mettre fin à sa phase d'action principale, donc il ne pourra pas activer d'action sur les tuiles de lieu pendant ce tour, et il va passer directement à sa phase d'action supplémentaire de fin de tour. La troisième étape de la phase d'action est l'activation de la tuile de lieu et le pouvoir qui s'y rattache. Premièrement, les joueurs devront comptabiliser le pouvoir d'influence qu'ils ont sur la tuile. Donc le président vaut 1 d'influence. Chaque assistant sur la tuile va donner aussi 1 d'influence. Si jamais on a des maisons, donc des magasins ici qui sont construits, ou une maison de commerce de sa couleur, ça va aussi nous donner 1 point de pouvoir. Donc ici, le joueur rouge aura un total de 4 points de pouvoir. Donc on va regarder sur l'échelle de la tuile et il va activer la tuile avec un pouvoir 4, c'est-à-dire qu'il va gagner le bénéfice qui est juste en dessous, qui serait ici de gagner 3 ressources de soie. Si un joueur a construit une maison de commerce sur une des tuiles, à chaque fois que ses adversaires vont l'activer, il va recevoir de la banque 1 yen. On va faire le tour des tuiles lieux qui sont sur le plateau pour donner leurs différents effets quand on va les activer. Premièrement, on a les 4 tuiles qui représentent les 4 ressources de base. Donc la tuile ici qui nous permet d'obtenir des jetons de cuivre. On a ici la tuile qui nous permet d'obtenir des jetons de thé. Ici, on peut obtenir de la soie. Ici, du poisson. On a la banque ici au milieu qui nous permet d'obtenir des yens. Pour la tuile de l'église, donc ça fonctionne avec le plateau de l'église. Ça va nous permettre de prendre un de nos assistants et d'aller le placer à un certain endroit sur le plateau de l'église selon le nombre de points de foi qu'on va réussir à obtenir. Ce sont des endroits qui sont assez payants en points de victoire, donc c'est une bonne façon d'aller marquer des points à l'église. Donc ici, le joueur rouge avait une puissance de 3. Ça lui donnerait 3 points de foi. Donc il n'y a pas aucun emplacement qui a 3 points de foi sur le plateau. Par contre, il peut augmenter sa valeur de foi en payant des ressources qui sont différentes. Donc il pourrait payer une caisse d'import pour augmenter son point de foi, un poisson, une soie, un cuivre, un thé et 2 yens. Donc il pourrait payer ces 6 ressources différentes pour augmenter de 6 points de foi. Donc il tomberait à 9 points de foi. Et à 9 points de foi, il va pouvoir aller placer un de ses assistants jusqu'ici sur la case 9 pour marquer 8 points de victoire. À côté, on a un petit icône de déplacement des assistants. Donc, il peut placer 2 assistants de sa main sur le plateau directement ou prendre des assistants qui sont déjà sur le plateau et les déplacer sur une autre tuile. L'avantage de cette action, c'est que s'il place un assistant sur une tuile où il y a un président d'un adversaire, il n'a pas besoin de payer 1 yen. Pour la tuile des douanes, c'est un peu le même principe, mais cette fois-ci, ça va fonctionner avec le plateau des douanes. Donc, le joueur va activer ici l'effet à une puissance 4. Donc, ça va lui permettre de les défausser 3 petites caisses d'import. Et il va ensuite placer un de ses assistants, donc à un endroit où il y a un petit signe de 3 caisses d'import. Donc, il pourrait aller ici ou ici. Évidemment, ici, ça donne plus de points de victoire. Encore une fois, c'est un endroit qui est très payant en points de victoire. Par contre, ces 2 plateaux-là, une fois qu'on a placé des assistants sur ces plateaux respectifs, on ne peut plus les récupérer pour le reste de la partie, donc ils vont être condamnés à rester là. S'il y a un certain nombre de cubes d'assistants sur ces plateaux-là, ça peut déclencher la fin de la partie. Donc une partie à 2 joueurs, c'est 5 cubes. Donc si un de ces 2 plateaux-là arrive à 5 cubes, ça va déclencher la fin de la partie. C'est pour ça, à 2 joueurs, on place déjà un jeton neutre qui est là pour accélérer un petit peu ce processus.
pour la tuile du quai. Elle est en lien avec le plateau du port et les différentes cartes de commande qui s'y retrouvent. Donc ici, le joueur jaune aurait un pouvoir de 3. Ça lui permet d'aller chercher des cartes de commande qui sont jusqu'au jaune. Donc il pourrait prendre n'importe quelle commande dans les 4 premières cartes, donc ceux qui sont dans le jaune et ceux précédemment dans le bleu. On pourrait choisir par exemple de prendre cette carte-ci et la rajouter à sa main. On se souvient qu'on ne peut pas dépasser 3 cartes de commande dans sa main. On ne peut pas défausser de cartes commandes, on est obligé de les faire une fois qu'on les a dans nos mains. Le joueur pourrait ensuite décider de payer soit 2 yens ou une caisse d'import pour pouvoir prendre une deuxième carte en même temps dans son action, encore une fois avec la limite de pouvoir avec laquelle il active la tuile. Donc on pourrait choisir cette carte-là comme deuxième carte. Une fois que le joueur va terminer son action, on va pouvoir tasser sur le côté les différentes cartes et on va en rajouter des nouvelles pour compléter le plateau à 6 cartes. Si jamais on n'a plus de cartes pour rafraîchir le plateau au complet, c'est aussi une des conditions qui peut mettre fin à la partie. La tuile du laboratoire va fonctionner avec le plateau du laboratoire et les cartes de recherche technologique qui s'y retrouvent. Lorsqu'on va acheter les cartes de recherche technologique, on va gagner les habiletés spéciales qui sont énumérées sur les cartes, qui peuvent être très pratiques pendant la partie. Donc par exemple, ici à chaque fois qu'on va faire une commande, on va gagner 1 yen. Les journaux ici, au lieu de placer 3 ouvriers sur 3 tuiles différentes, je peux en placer 4 sur 4 tuiles différentes. Ici, à chaque fois que je fais une action d'église, je vais gagner 3 points de victoire. À chaque fois que je vais acheter une carte technologique, je vais gagner 1 yen. Ici, je peux placer mon président sur un endroit où il y a déjà un président d'un autre joueur. Et ici, à chaque fois que je vais construire un magasin, je vais remporter 2 points de victoire. Donc ici, le joueur rouge aurait un pouvoir de 4 au total. Il peut augmenter cette valeur de technologie en payant 2 yens ou une caisse d'import. Il peut le faire le nombre de fois qu'il le veut pour s'augmenter, parce que certaines cartes vont coûter plus que 5. Donc on ne peut jamais avoir un maximum de plus que 5 de pouvoir en partant d'une tuile, et en payant les ressources là, ici sur le laboratoire, on peut dépasser le 5, mais c'est la seule façon. On ne pourrait pas placer 6 ou 7 cubes d'assistants pour avoir un pouvoir plus haut que 5 en partant. Donc ici j'aurais un pouvoir de 4. Je vais payer 2 yens pour me monter à 5 et je pourrais acheter ici les journaux qui coûtent 5 points de technologie. Donc je vais les placer dans ma zone de jeu et je vais maintenant avoir le pouvoir qu'ils donnent. Par la suite, les joueurs vont tasser les cartes. Donc les cartes vont glisser vers la gauche et on va rafraîchir avec une autre carte. À noter qu'il y a des petits pénalités ici, donc les cartes qui sont le plus à droite sur le plateau vont coûter plus 1 ou plus 2 pour ceux qui sont au bout. Donc cette carte-là, pour le moment, à cet endroit-là, elle coûte 8 points de technologie. Donc c'est sûr qu'un joueur qui la veut maintenant va devoir payer des yens ou des caisses pour augmenter sa valeur de technologie parce que la tuile ne peut pas donner plus que 5. Un joueur n'a pas de limite dans le nombre de cartes de technologie qu'il peut avoir devant lui. Par contre, à partir de la 4e qu'il veut acheter, il devra payer une pénalité de 2 yens ou une caisse d'import supplémentaire pour pouvoir acheter la carte. De plus, un joueur ne peut jamais acheter 2 cartes qui ont le même nom. Donc ici, on aurait 2 fois la même carte qui revient. Donc un joueur ne peut la posséder qu'une seule fois pour avoir une seule fois le bonus. Les cartes de technologie et les cartes de commande ont des petits icônes qui représentent les différents pays pour lesquels on envoie des ressources ou pour lesquels on nous donne la technologie. Les joueurs vont pouvoir combiner ces icônes pour obtenir des agents. Donc lorsqu'on aura 2 icônes du même pays, on va obtenir un agent. Peu importe ça vient de quel type de carte. Et à la fin de la partie, là, plus on va avoir de pays différents, plus on va marquer de points bonus avec les pays. La tuile de l'agence de recrutement va nous permettre de débarrer des choses qui sont sur notre plateau d'entrepôt personnel, donc soit des cubes d'assistants, soit des magasins ou des maisons de commerce. Notre joueur rouge a une puissance de 4 sur la tuile, ça va lui donner accès à débarrer 3 items de son plateau personnel. Il peut faire une combinaison des items qu'il veut pour les débarrer. Donc on va par exemple débarrer premièrement un cube d'assistant, il n'y a aucun coût associé à ça, on va tout simplement le placer dans notre main, dans nos cubes d'assistant disponibles. S'il veut débarrer un magasin, il devra payer 2 yens à la banque.
S'il veut débarrer une maison de commerce, il devra payer le coût qui va être associé à la maison de commerce. On doit les faire dans l'ordre, donc on paie celle qui vaut 4 yens en premier. Et la prochaine fois qu'il va vouloir en débarrer une, il devra payer 5 yens. Tout ce qu'on débarre va être placé dans notre main, va être disponible à être joué sur le plateau dans notre tour de jeu. Ici, pour la tuile de Chinatown, qui n'est pas dans une partie à 2 joueurs, mais à partir de 3 ou 4 joueurs, elle va apparaître sur le plateau. C'est une tuile qui nous permet de faire des échanges. Donc ici, j'aurai un pouvoir de 3. Je peux faire 3 échanges parmi les échanges qui sont suggérés ici. Donc je peux échanger soit des ressources, donc les 4 ressources de base, du thé, du cuivre, de la soie et des poissons, contre de l'argent en yens, ou la flèche est recto verso, donc on peut aussi faire l'inverse, acheter des ressources avec les coûts qui sont indiqués ici, ou on peut acheter pour 4 yens une petite caisse d'import. Donc là, je voudrais faire 3 échanges parmi ceux qui sont là. La 4e étape de la phase d'action est le jeton bonus pour un pouvoir de 5. Donc ça va s'activer seulement lorsque le premier joueur va activer la tuile avec un pouvoir de 5. Donc ici j'ai 4 assistants, plus le président, ça fait un pouvoir de 5. Il aurait gagné 5 yens en activant la tuile de lieu. Et par la suite, dans cette étape-ci, il va gagner le jeton bonus qui est ici et gagner ce qui est écrit sur le jeton. Donc normalement, ça va être des ressources ou des petites caisses d'import, comme c'est le cas présentement. Le joueur va prendre le jeton, va le retourner de côté et le placer dans sa zone de jeu personnelle. Donc il va garder le jeton, parce que des fois, il y a des objectifs qui peuvent fonctionner avec ces jetons-là. Et il va gagner ce qui était de l'autre côté. Donc il va se prendre une petite caisse d'import qu'il va acheter dans sa réserve. Les prochains joueurs à venir faire l'action avec un pouvoir de 5 ne gagneront pas de tuile bonus parce qu'il n'y en a seulement qu'une pour le premier joueur qui va réussir à l'accomplir. La 5e étape de la phase d'action est la construction de bâtiments. On peut construire des magasins ou des maisons de commerce sur les tuiles. Pour faire cette action, c'est optionnel et ça va être seulement donné aux joueurs qui vont réussir à faire l'action avec un pouvoir 4 ou 5, qu'on voit ici avec les icônes de maison. Donc le joueur rouge qui est ici a un pouvoir de 4, il va faire l'action, va gagner ses 4 yens à la banque et il va avoir l'option ensuite de faire une construction. Donc, il peut décider de faire soit une construction de magasin ou une construction de maison de commerce. S'il choisit de construire son magasin, il va le placer sur une des cases disponibles dans la partie gauche de la carte et il va gagner le bonus qui est en dessous où il a placé son magasin. Donc, il pourrait gagner des ressources, pourrait gagner un point de victoire ou pourrait gagner 2 actions pour débarrer des choses de son plateau personnel. Il doit quand même payer les coûts pour débarrer d'autres maisons ou une maison de commerce sur son plateau. Un joueur peut seulement avoir un seul magasin sur une tuile, donc les autres espaces sont disponibles pour les autres joueurs. Dans une partie à 4 joueurs, évidemment, la 4e place ne donnera aucun bonus. Dans un tour suivant, le joueur pourrait refaire l'action à 4 ou à 5 et cette fois-ci pourrait venir poser sa maison de commerce si l'endroit est libre. Donc il y a seulement un emplacement sur chacune des tuiles pour une maison de commerce et ça va donner beaucoup de points de victoire. Donc ici, ça donnerait 8 points de victoire au joueur qui va construire une maison de commerce. Et à chaque fois qu'un adversaire va venir activer la tuile, le joueur va ramasser 1 yen lorsqu'il a sa maison de commerce ici. Mais il ne gagnera pas ce bonus lorsque c'est lui-même qui va venir faire l'action de la tuile. Si un joueur réussit à placer ses 8 magasins sur le plateau ou ses 4 maisons de commerce sur le plateau, ça va aussi déclencher la fin de la partie. Lorsque le joueur va revenir faire une action dans un tour suivant, lorsqu'il va comptabiliser son pouvoir, on se souvient que le président compte les assistants, mais aussi les constructions. Donc ici, s'il vient activer la banque, il va avoir un pouvoir de 4 parce qu'il a ses 2 constructions, un assistant et son président. Donc il ramasserait 4 yens. La 6e étape de la phase d'action est la récupération. Donc les joueurs vont enlever tous les cubes d'assistants de la tuile qu'ils viennent d'activer. Ils vont les remettre dans leurs mains avec leurs autres cubes d'assistants disponibles. Une fois sa phase d'action terminée, le joueur peut effectuer des actions supplémentaires tant qu'il le souhaite. Il y a 3 sortes d'actions supplémentaires possibles. La première est de faire une commande. Donc le joueur peut jouer une carte de sa main et il va remplir la commande demandée. Donc ici, il devrait défausser 3 poissons, 1 thé et 2 soies pour remplir sa commande pour les États-Unis. Ça va lui donner 9 points de victoire et
1 yen qu'il va placer dans sa réserve. Et par la suite, il va la placer avec ses autres cartes de commande. Si jamais il a 2 fois le même drapeau, donc ici j'ai 2 drapeaux des États-Unis, il va gagner un jeton d'agent correspondant au pays qu'il vient d'avoir une paire. Les agents sont en quantité limitée. Si jamais on fait une paire et qu'il n'y a plus d'agents du pays de disponible, on ne gagne tout simplement pas d'agents. Deuxième action supplémentaire qu'on peut faire, c'est d'utiliser un de nos agents, justement. Donc, lorsqu'on utilise un agent, on va le retourner sur la face utilisée. On va quand même le garder et il peut avoir des bonus à la fin de la partie pour les agents qui sont non utilisés. On va par la suite activer une tuile où il y a des assistants, mais qu'il n'y a pas notre président. Donc ici, je pourrais activer cette tuile-là avec mon agent. On va faire les étapes 3 à 6 comme si c'était dans un tour de jeu normal. Donc on va compter le pouvoir. Donc ici, j'ai 3 assistants puis un magasin. Ça me fait un pouvoir de 4. Ça va me donner la possibilité de faire 3 achats sur mon plateau. Je pourrais me libérer 3 autres assistants dans ma main. Et par la suite, je peux encore faire une construction. Donc, je pourrais venir construire ma maison de commerce et marquer 9 points. Et à la fin, on va faire l'action de récupération. On va enlever les assistants et on va les replacer dans notre main. Pour l'action d'utiliser un agent, on peut seulement la faire une fois par tour. Et évidemment, un agent est utilisable une seule fois pendant la partie. La troisième action supplémentaire est d'aller remplir un des 3 objectifs qui sont disponibles pour tout le monde. On a un objectif qui fonctionne avec des ressources, donc dès que j'ai ce nombre de ressources-là en ma possession, donc ici ça serait d'avoir 5 jetons de cuivre, un joueur peut aller placer dans ses actions supplémentaires son jeton à gauche et marquer 8 points. Donc on marque plus de points lorsqu'on est le premier à faire l'objectif. Les autres joueurs vont aller se placer à droite et vont marquer seulement 6 points. On a notre autre objectif à côté qui est d'avoir 4 cartes de technologie en sa possession. Donc le premier joueur qui va réussir va aller se placer à gauche, marquer 9 points, et les autres joueurs par la suite vont venir marquer seulement 7 points. Et finalement, la troisième carte d'objectif, c'est d'avoir des maisons sur des tuiles, 2 tuiles de production, donc un petit marteau rouge en haut à gauche, et sur 3 tuiles commerciales, qui est le petit signe jaune ici comme on voit sur les douanes ou sur l'église. Un joueur pourrait donc avoir un assistant sur chacun des objectifs pour faire des points, mais un joueur ne peut pas faire un objectif 2 fois. Les joueurs vont alterner les tours de jeu jusqu'à ce que la fin de la partie se déclenche dans une des 5 conditions suivantes. La première, si on prend des cartes de commande et lorsqu'on rafraîchit le plateau n'est pas plein, ça va déclencher la fin de la partie. Si sur le plateau de l'église, il y a pour une partie à 2 joueurs 5 cubes, qui serait le cas ici, ça va aussi déclencher la fin de la partie. Même chose avec le plateau des douanes. Pour une partie à 2 joueurs, si on a un total de 5 cubes d'assistants, ça va déclencher la fin de la partie. Si un joueur réussit à placer tous ses magasins sur le plateau, il va aussi déclencher la fin de la partie. Ou si un joueur réussit à placer ses 4 maisons de commerce sur le plateau, ça va déclencher la fin de la partie. Les joueurs vont finir la ronde de jeu, donc c'est pour ça qu'on garde la carte du premier joueur toujours au même joueur pendant la partie. Et ensuite, ils vont jouer une dernière ronde de jeu finale avant d'aller au décompte. En plus de leurs points de victoire accumulés pendant la partie, les joueurs vont marquer des bonus tels qu'indiqués dans le bas de leur plateau d'entrepôt. Donc pour le plateau de l'église, le plateau des douanes, pour les cartes de recherche technologique, pour les différents drapeaux de pays ramassés et pour chaque agent, caisse d'import ou ressources restantes et yens aussi, ils vont marquer des points bonus. Donc premièrement, on va regarder sur le plateau de l'église. Donc le joueur qui a le plus de cubes va marquer le plus de points. Il va marquer 6 points. Ici, on aurait une égalité entre le rouge qui a 2 cubes, le jaune qui a 2 cubes. En cas d'égalité, c'est le joueur qui est le plus à droite. Donc ce serait le joueur rouge qui va marquer 6 points bonus. Le joueur jaune, 3 points bonus. On va faire la même chose ici avec le plateau des douanes. Donc ici, le joueur jaune est en majorité, il va marquer 8 points bonus. Et le joueur, on aurait une égalité entre le bleu et le rouge pour la deuxième position. C'est encore le joueur le plus à droite qui l'emporte. Donc le joueur rouge va marquer 4 points bonus.
Par la suite, on va additionner les valeurs des cartes de technologie. Donc, mon joueur jaune aura un total de 14 et mon joueur rouge aussi 14. En cas d'égalité, c'est le joueur qui est le plus près du premier joueur. Donc, ce serait le joueur jaune qui serait premier, va marquer 10 points bonus et mon joueur rouge va être deuxième, va marquer 5 points bonus. Ensuite, les joueurs vont marquer des points bonus pour les différents icônes de pays qu'ils auront ramassés pendant la partie. Donc, on veut avoir le plus de drapeaux de pays différents. Donc, on a 5 pays dans le jeu. Donc, si jamais j'ai un ensemble avec les 5 pays, ça me fait 12 points. Donc, ici, j'ai les 5 pays, j'ai un ensemble qui donne 12. J'ai un deuxième ensemble avec 3 pays qui me donnerait 4 points. Et un dernier ensemble avec un pays qui donne 0 points. Donc, ça me ferait un total de 16 points bonus pour mes pays. Et finalement, les jetons restants de ressources et d'argent et les agents vont nous donner des points. Donc pour les yens, pour chaque 2 yens, on va marquer 1 point. Donc si j'ai 4 yens, ça me ferait 2 points bonus. Chaque agent non utilisé va me donner 1 point. Donc lui est utilisé, ça me donnerait 2 points ici pour les agents. Pour mes ressources, chaque 3 ressources va me donner 1 point. Donc si j'aurais 2 points avec mes ressources non utilisées. Chaque caisse d'import va me donner 1 point bonus. Et ça va faire le grand total de nos points. Le joueur qui a le plus de points sera le vainqueur, le marchand le plus influent de Yokohama. Si jamais on a une égalité à la fin de la partie, c'est le joueur le plus près du joueur de départ qui sera le vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Yokohama. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Yokohama? On va commencer par les points positifs. C'est un jeu, probablement, qui me disait vraiment rien. Je le regardais, puis c'est pas un jeu qui m'attirait du tout. Jusqu'à temps que je joue une partie. Donc, c'est Martin, mon bon ami de la zone jeu de société, qui m'a appris à jouer à Yokohama. Et j'ai tout de suite adoré l'expérience. On a d'ailleurs fait une session de jeu ensemble sur sa chaîne. Vous pouvez aller voir là, en cliquant là, sur le petit i là, qui est ici en haut. Donc, c'est le gameplay qui m'a charmé, la façon ingénieuse d'amener un petit peu un placement d'ouvrier vraiment différent, vraiment dynamique. On place nos assistants sur le plateau, après ça, on va déplacer notre président, on va le promener, aller activer les tuiles. Plus on a de monde, plus la tuile va être forte. Donc, c'est vraiment un gros casse-tête. Il faut planifier d'avance nos coups. On positionne nos ouvriers à certains endroits parce que, bon, je sais que dans 2 tours, je vais aller activer cette tuile-là. Dans 3 tours, j'aimerais ça activer là parce que je vais être rendu avec un pouvoir 5. Je vais pouvoir ramasser la tuile bonus. Je vais pouvoir mettre une construction en même temps. Donc, il y a beaucoup de choses à penser. C'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, de planifier d'avance ses coups, de positionner ces choses. C'est vraiment concret. Donc on voit comment c'est positionné sur le plateau. On peut réfléchir, on peut s'adapter à ce que les autres font. C'est sûr qu'on peut un petit peu bloquer les autres si on envoie notre président à l'endroit que l'autre veut aller. Bien là, il faut qu'il attende au prochain tour avant de pouvoir venir. Donc il faut toujours s'adapter un petit peu à ce qui va arriver aussi avec les autres joueurs. Donc je trouve ça vraiment le fun, vraiment dynamique. Comme placement d'ouvriers, comme un jeu de gestion de ressources, ça fait différent. Donc je trouve ça innovateur comme jeu. Donc j'avais pas joué à quelque chose qui ressemblait à ça. Donc cette vague de fraîcheur-là, je trouve que c'est très bien. C'est un jeu qui offre beaucoup d'options aux joueurs. Donc il y a beaucoup de façons de faire des points. Je peux faire des points avec les commandes. Je peux faire des points en envoyant du monde dans l'église, en envoyant du monde aux douanes. Je peux viser les bonus de fin de partie, les objectifs. Donc il y a un paquet d'affaires qui donnent des points. Donc les joueurs ont beaucoup d'options, sont pas pris à faire 2-3 affaires. Donc il y a vraiment un grand éventail d'options qu'on peut aller chercher là, pour faire des points. Puis j'ai vraiment vu, avec les parties que j'ai jouées, j'ai vraiment vu des stratégies vraiment différentes de plein d'autres joueurs. Donc des joueurs qui allaient plus vers les commandes, d'autres joueurs qui allaient plus vers les bonus, etc. Donc il y avait un paquet de choses différentes. Puis les parties ont quand même été relativement serrées. J'ai joué justement une partie à 4 joueurs où ça a fini relativement serré. Donc puis les 4, on a fait des choses assez différentes. Donc c'est vraiment cool pour ça. C'est un jeu qui a quand même beaucoup d'interactions. Ça n'a peut-être pas l'air de ça au premier coup d'œil. C'est un jeu où oui, on peut bloquer un petit peu l'autre, nuire à l'autre, mais c'est rien de vraiment méchant. Il y a vraiment un aspect interaction dans le sens que faut aller chercher les bonus de pouvoir 5 avant les autres. Faut aller se positionner sur les plateaux, exemple l'église, les douanes avant les autres pour prendre les cases les plus payantes. Faut essayer de placer les maisons de commerce à des endroits qu'on sait que les joueurs vont y aller souvent, ça va nous donner de l'argent. Donc c'est une interaction un petit peu indirecte, mais elle est quand même assez présente, je vous dirais. C'est sûr que l'interaction directe avec quand on passe qu'il y a un président, il faut donner un yen. Quand on va placer un assistant aussi,
si à une place qu'il y a un président, il faut payer un yen, tout ça. Ça, c'est plus direct, mais c'est quelque chose qui arrive un petit peu moins souvent. C'est un jeu aussi qui s'adapte bien au nombre de joueurs. Le plateau va grossir quand on est 3, va grossir quand on est 4. À 4, il est énorme le plateau, il y a un paquet de tuiles là-dedans. Donc c'est cool que ça s'adapte. Ça ouvre encore beaucoup d'options plus le plateau est grand. Il y a des nouvelles tuiles qui vont arriver en jeu. On va avoir la maison de Chinatown pour faire les échanges. Aussi à 4 joueurs, on va avoir 2 plateaux scientifiques, 2 plateaux pour aller chercher des commandes. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans une partie à 4 joueurs. Le plateau est énorme. C'est sûr que la partie va être un petit peu plus longue à ce moment-là, mais c'est pas si grave que ça. Ce qui est le fun aussi au niveau de la rejouabilité du jeu, c'est qu'il y a tellement de placements aléatoires au début. Donc les tuiles sont placées de façon aléatoire, les cartes pour les sites de construction sont aléatoires avec les bonus. Les bonus de pouvoir 5 sont aléatoires, les objectifs qu'on peut accomplir dans la partie sont aléatoires. Donc chaque partie va avoir une petite saveur différente. On peut pas commencer et dire ok, moi je vais faire ça. Fait qu'une fois que c'est placé, ben faut qu'on s'adapte à ce qui va avoir sorti aussi pour la partie. Donc ça c'est très bien là, au niveau de la rejouabilité. Pour les côtés peut-être plus négatifs, c'est un jeu qui est quand même long le placement initial, il y a beaucoup de choses à placer, comme on dit, il y a tellement de choses aléatoires qu'il faut prendre le temps de tout mélanger ça, tout placer ça sur le plateau, faire le placement, donc il y a l'air d'avoir beaucoup de stock là, quand on place ça, c'est quand même long. Il fait peut-être un petit peu peur quand on le regarde, on fait comme ouf, il y a du stock là-dedans, mais au premier coup d'œil, il fait peur, mais une fois qu'on a commencé à jouer, on s'adapte assez bien. Il y a aussi le côté visuel que je suis pas vraiment un grand fan, donc le côté artistique du jeu, je trouve pas ça super beau. En fait, c'est pour ça que je m'étais peut-être pas intéressé à ce jeu-là au début. Je trouvais que bon, ça avait l'air drable, c'est un plateau de plein de tuiles, ça ressemblait à rien, tout ça. Mais je pense qu'il faut regarder au-dessous de ça. Puis il y a vraiment un jeu magnifique qui se cache en dessous de ça. Donc des fois, c'est peut-être ça qu'on vise un peu plus dans les jeux modernes ces temps-ci. On dirait que souvent, on a la poudre aux yeux avec des Kickstarter, avec plein de figurines, des affaires de malades, des composantes de fous. Mais finalement, le gameplay est mauvais. Tandis que lui, j'aime mieux avoir un jeu qui a peut-être des composantes un petit peu plus moches, qui a peut-être juste des cubes en bois au lieu d'avoir des beaux meeples. Je sais qu'il y avait une version de luxe avec le Kickstarter. Malheureusement, je l'ai pas financé dans le Kickstarter, donc je l'ai acheté en magasin. Mais même si c'est des cubes de bois, même si c'est des ressources en carton au lieu des ressources en bois, ben le jeu reste super bon, le gameplay est excellent, puis c'est ça qui fait la beauté du jeu un peu plus. Donc je pense que le gameplay, il faut que ça soit plus important que l'aspect visuel, que l'aspect matériel. Surtout dans un jeu de gestion comme ça, je pense que on dirait que ces temps-ci, dans les jeux de société, on essaie d'en mettre un petit peu trop, là, je trouve, des fois, au niveau composantes, puis souvent c'est de la poudre aux yeux, ça peut être dangereux. Fait que de trouver un jeu comme ça que je trouvais super laid, mais que j'adore, super gros, on dirait que ça me réconcilie avec ça, puis il y a encore des designers qui vont aller essayer de creuser la tête là, pour trouver des jeux originaux puis d'essayer de nous trouver des choses vraiment intéressantes. Donc je pense que c'est ce que Yokohama a réussi à faire pour moi. Je vais lui donner une note de A. Un excellent jeu de gestion de ressources, un excellent jeu euro, dynamique, le fun, innovateur. Donc j'ai vraiment adoré dès ma première partie. Donc je me sens pressé à aller l'acheter par la suite. Je me suis commandé après avoir joué une partie. Donc vraiment excellent comme jeu. Donc je vous conseille, c'est vraiment un de mes meilleurs jeux de 2017. Donc vraiment une super belle découverte. Donc Yokohama. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez nous voir sur notre merveilleux site web passionboardgames.com. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez le game.